Merci d'être présents nombreux, même si c'est la période, je le constate pour les étudiants, des vacances. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Marcin Terlikowski et Jean-Pierre Molny pour cette conférence, cette séance qui est consacrée à la fois aux questions de la défense européenne, mais plus particulièrement à la problématique russe, la perspective de l'autonomie stratégique de l'Union européenne et la question de la Russie à un moment où, Européens, on l'a déjà vu à l'occasion de nos précédentes séances, on peut s'inquiéter notamment du démantèlement, de la disparition de ce qui avait été l'architecture de sécurité européenne à travers la mise à bas de tous les grands traités de désarmement de la fin de la guerre froide, le dernier étant la dénonciation ou la suspension par à la fois Washington et par Moscou du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Alors ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marcin Terlikowski, polonais, qui vient de Varsovie, où notamment il dirige un programme au sein de l'Institut sur les affaires internationales, le PISM. Il a une carrière universitaire, académique classique, mais ce qui fait évidemment qu'on est très heureux de l'accueillir. Il est très spécialisé sur les recherches concernant l'Union européenne et essentiellement la politique européenne de sécurité et de défense sur lequel il a beaucoup écrit. Les relations entre l'Union européenne et l'OTAN, la problématique des défenses antimissiles. Il est à ce titre l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, d'articles de revues, mais aussi de documents académiques, à la fois pour son programme, mais aussi pour l'administration. Et il dirige un certain nombre de programmes de recherche, notamment au sein des programmes des Nations Unies. Alors, Jean-Pierre Molny, vous le connaissez parce que lui, il est parisien. Alors, il est d'une maison qui nous est proche, l'IRIS, qui est un institut de recherche sur les questions internationales. On est heureux de l'avoir aujourd'hui comme débatteur parce que c'est vrai qu'on n'a pas, ça doit être la deuxième fois peut-être qu'on a quelqu'un de l'IRIS au cours de nos conférences, mais donc on est très heureux de recevoir tantôt les gens qui viennent de l'IFRI, tantôt les gens qui viennent de la FRS ou de l'IRSEM. Ça fait partie justement de l'animation du débat stratégique qu'on veut avoir en France et en lui permettant d'être le débatteur de Marcin sur cette question. Il est aujourd'hui donc directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Lui aussi a, je dirais, beaucoup traîné ses guêtres sur la problématique de la défense européenne. Il est notamment l'animateur d'un cercle de réflexion franco-allemand. Mais il a écrit toute une série de contributions de papier, soit sur la problématique spécifique de la défense européenne, de la défense française, de l'OTAN. Il a aussi la caractéristique de très bien connaître toutes les questions liées à l'industrie d'armement en Europe. Il dirige d'ailleurs un groupe, Ares Group, qui est un réseau, une mise en réseau d'un certain nombre de chercheurs européens spécialisés dans les questions de défense européenne. Et il est par ailleurs membre de la Revue internationale et stratégique. Voilà, vous connaissez les règles du jeu. Je vais passer la parole à notre conférencier qui va pouvoir très librement s'expliquer, soutenir cette thèse, faire sa conférence. Ensuite, je le mettrai entre les mains de Jean-Pierre, qui aura peut-être un propos introductif liminaire avant de le questionner. Et puis ensuite, vous le savez, on réserve les 30 dernières minutes, quelquefois un peu plus, aux questions de la salle. Marcin, vous avez la parole. Et merci encore d'être à Paris avec nous ce soir. Merci, professeur. Premièrement, je tiens à vous remercier, professeur Gauthier, de m'avoir invité à participer à ces grandes conférences. C'est un privilège et un honneur pour moi d'être ici à Paris, et pas simplement pour des réunions entre experts, mais aussi pour cette grande occasion de parler en public à l'Université de la Sorbonne dans un programme de chaire aussi prestigieux. Et donc c'est un privilège pour moi et merci de m'avoir donné la possibilité de proposer ma communication. J'espère être à la hauteur des attentes, mais merci de m'avoir présenté et merci à Jean-Pierre
d'avoir été d'accord pour être mon discutant. Ça fait un certain temps qu'on se connaît. On a travaillé sur des questions de défense européenne et sur différents projets, à la fois entre mon ancien institut et l'IRIS. Maintenant, 2 remarques avant de commencer la présentation. Comme m'a présenté le professeur Gauthier, j'ai eu une carrière universitaire avec certains cours et certains travaux scientifiques, mais ma profession principale est d'analyste à l'Institut polonais des affaires internationales, un groupe de réflexion établi à Varsovie, le plus grand think tank polonais. Il n'est pas un organisme d'État, mais il est financé par l'État polonais. Et en général, aujourd'hui, je vais présenter mon propre point de vue, les résultats de mes propres analyses. Donc, ce que je vais dire ce soir et ce que j'ai pu écrire n'engage en rien la position de l'État polonais. Je ne m'exprime qu'en mon nom propre d'universitaire et de chercheur. Et là encore, le sujet qu'on m'a proposé d'aborder, j'en passe directement à la question, l'autonomie stratégique européenne et la Russie. La première fois que j'ai lu cela de la part du professeur Gauthier, j'ai trouvé ça très exigeant, mais c'est aussi un signe du débat que l'on connaît concernant la défense européenne, concernant l'avenir des capacités de l'Union européenne à être un acteur stratégique, comme cela a été décrit à de nombreuses reprises. Et tout cela évolue parce que l'époque change également. Donc le débat change lui-même. Pour commencer, je souhaite développer mon argument principal, ma thèse principale pour la communication d'aujourd'hui, ce que je vais essayer de défendre. Et je vais tenter de vous convaincre qu'il s'agit d'une lecture légitime de la situation et que c'est une idée prospective pour la défense européenne, à savoir que dans les considérations concernant l'autonomie stratégique européenne, concernant ce que devrait être le rôle et la place de l'Union européenne dans la politique de défense en général en Europe et au-delà, dans ces considérations, la question de la menace politique et militaire venant de la Russie qui est à l'est de l'Union européenne et de l'OTAN, si on en tient plus compte, si les processus qui sont lancés, qui vont être lancés dans l'Union européenne permettent de s'attaquer aux menaces ou aux préoccupations du flanc oriental de l'Europe, de l'Union européenne, qui sont vraiment au contact avec la Russie, si tout cela est traité correctement, eh bien peut-être qu'en fin de compte, nous pourrons agir plus rapidement pour mettre en œuvre une autonomie stratégique européenne. En gros, nous savons qu'il y a eu des hauts et des bas dans la mise en œuvre, dans la construction des capacités de l'Union européenne à être un acteur stratégique, comme cela a été développé pendant longtemps dans l'idée de l'Europe de la défense, telle que l'avançait la France. Et bon, ça a été assez mitigé en matière de mise en œuvre, mais en 2017, il y a eu une évolution assez importante avec le lancement de la coopération structurée permanente du Fonds européen de la défense. Et mon argument, celui que je souhaiterais approfondir ici, est que si ces processus et probablement d'autres processus permettent de plus traiter la question de la menace russe, et si l'on tient plus compte de la perception de la menace par les pays sur le front oriental de l'UE, les pays de l'Europe centrale et orientale, eh bien, il pourrait y avoir une percée. Donc, en deux mots, l'autonomie stratégique européenne et la Russie doivent être approfondies pour comprendre ce qu'il se cache derrière tout cela, ce que l'on entend vraiment par l'intitulé de la communication, et je vais donc subdiviser cela en 3 parties. Premièrement, je vais parler du débat sur l'autonomie stratégique européenne, et là où nous en sommes actuellement et comment on en est venu à l'état actuel. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cela
dans d'autres communications dans ce cycle de la chaire, mais je souhaite toutefois parler de l'autonomie stratégique européenne en soi, en tant que concept politique, pour ainsi dire. Ensuite, je vais parler plus de la Russie, ce qu'a fait la Russie, ou bien les relations Russie-Occident, ce qui a fait que l'Europe a commencé à développer ses capacités de défense avec la politique de sécurité et de défense commune, et là où nous en sommes actuellement avec la Russie, et là où cela peut aller, ce sera la deuxième partie de ma communication. Et troisième partie, nous parlerons de la façon d'aller de l'avant pour impliquer plus la Russie, intégrer plus la Russie en tant que problématique qu'il faut traiter par le biais d'une réflexion stratégique de la part des Européens. Alors, passons directement à l'autonomie stratégique européenne. Le terme lui-même a été introduit, en gros, par ce que l'on appelle la stratégie globale de l'Union européenne. La stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité, qui a été présentée par la haute représentante Mogherini en 2016, et donc ça c'était le concept de base, et bien sûr la notion qui est lancée d'autonomie stratégique pour l'UE, notion introduite par la stratégie globale européenne, comme vous le savez probablement. On en a parlé, elle n'est pas bien définie, cette autonomie stratégique. Donc on n'a pas de définition à proprement parler dans les documents de l'UE. Néanmoins, on peut essayer d'établir un périmètre, un cadre conceptuel pour la comprendre, pour savoir de quoi parle cette autonomie stratégique européenne, et ensuite dans les documents qui ont suivi cette stratégie globale pour mettre en œuvre ce concept. Toutefois, la caractéristique la plus importante dans le débat sur l'autonomie stratégique actuellement est qu'il n'y a pas de compréhension commune de ce périmètre. On sait à peu près quelle est l'échelle, quelles sont les délimitations de ce dont on parle, mais il n'y a pas d'accord, formel entre les États membres de l'Union européenne, même pas entre experts sur ce que devrait recouvrir cette autonomie stratégique et comment on pourrait la définir. Je vais expliquer dans quelques instants quels sont les principaux points de vue, mais tenons-nous-en pour l'instant à ce que dit la stratégie globale européenne sur l'autonomie stratégique. Premièrement, la stratégie globale parle de niveau adéquat d'autonomie stratégique, ce qui indique que l'on ne peut pas regarder la problématique comme une question binaire. Ce n'est pas qu'on est autonome ou on ne l'est pas. Il s'agit d'atteindre un certain niveau auquel on peut exercer son autonomie. Et la stratégie globale européenne dit grosso modo que avec l'autonomie stratégique, il faudrait que l'Union européenne améliore ses capacités pour contribuer à un ensemble de scénarios, d'initiatives et d'opérations toute seule, si nécessaire. Et donc, la stratégie globale européenne parle de ce que l'on appelle maintenant de défense territoriale et de sécurité collective et de gestion de crise, telles qu'on les appelle maintenant dans le débat sur la sécurité. C'est important parce que cela montre que le document qui est censé donner une orientation stratégique pour l'Union européenne reconnaît que l'ambition de l'Union européenne ne devrait pas seulement être de se pencher sur les menaces asymétriques d'acteurs non étatiques, par exemple, liés au terrorisme ou l'instabilité qui viendrait d'États défaillants ou de guerres civiles dans le voisinage de l'Union européenne qui prolifèrent différentes menaces. Pour l'Europe, ça peut être le résultat de ces conflits pourrait être l'immigration irrégulière. Ça, c'est un autre aspect dont on ne peut pas vraiment parler comme d'une menace militaire, mais
cela pourrait entraîner un développement de la criminalité organisée internationale ou bien la prolifération d'armes de destruction massive, surtout étant donné les nouvelles technologies. Ce sont autant de menaces qui sont connues depuis des années et l'UE a essayé de développer sa capacité d'être un acteur stratégique eu égard à ces menaces dans le cadre de la politique sécurité de défense commune. Là, bon, ça a commencé en Afrique et aussi dans le voisinage à l'est de l'UE, par exemple en Géorgie et au Moldova. Et ces opérations seraient en gros des opérations de gestion de crise, des opérations extérieures pour lutter contre des menaces à la source, même si pour qu'elles ne parviennent pas jusqu'en UE avec une plus grande ampleur. Et on dit aussi qu'il faut faire une contribution accrue à la gestion de crise, mais aussi à la défense collective. Quelque chose a évolué. C'est un niveau d'ambition affiché de l'UE qui montre qu'elle doit contribuer à la défense territoriale, lutter contre les menaces contre le territoire, la souveraineté et l'intégrité des États membres de l'Union européenne. Et ça, c'est déjà un cadre tout à fait important parce que cela montre qu'on est allé de l'avant par rapport à ce qui était la menace principale dans le débat il y a encore quelques années avant 2014, lorsque l'on parlait de l'Europe de la défense. Et donc, cette SGE, cette stratégie globale de l'UE, donne ce périmètre assez flou, mais cela montre que l'on repousse un petit peu les mythes, qu'on s'aventure dans des territoires inexplorés, et qu'on donne une nouvelle qualité à la discussion. Et ce qui confirme tout cela, c'est que ce document de stratégie globale dit clairement que les États membres doivent regarder l'article 42.7 du traité de Lisbonne, le traité fondateur de l'UE, qui a une disposition pour l'assistance mutuelle entre États membres, pour dire que les États membres de l'Union européenne ont aussi une obligation d'apporter une assistance mutuelle au cas où leur sécurité est en danger. Et donc cette assistance mutuelle, le fait qu'il y ait cet article et qu'on ne sait pas comment l'opérationnaliser, comment y attacher des mécanismes politiques ou bien structurels ou militaires, eh bien, ça montre que ça n'est pas suffisant et qu'il faut développer le débat pour en voir quelles sont les implications. Bon, bien sûr, il y a l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Alliance de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui reste le pilier de la sécurité collective et de la défense territoriale en Europe. Et à cet égard, c'est comme cela que la politique de défense européenne a été développée pendant des années. Mais là, j'insisterai sur le fait que cette contribution des Européens à la défense collective devrait être décisive, y compris dans le cadre de la défense territoriale. Ce que cela peut signifier, on peut voir simplement sur les documents qui ont suivi la SGUE et les débats d'experts, il y a très certainement une dimension. Si l'on regarde les documents et le débat d'experts, on peut voir qu'il y a au moins 3 principales dimensions dans lesquelles on peut évoquer l'autonomie stratégique, politique, militaire opérationnelle et du point de vue de l'industrie de défense. Pour en revenir à la stratégie, cette stratégie globale européenne parle ouvertement de l'industrie de défense, de la dimension de l'industrie de défense dans le concept d'autonomie stratégique et aussi dans les aspects opérationnels. Je parlais d'opération il y a un instant. Le niveau d'ambition de l'Union européenne est d'apporter une contribution décisive aux opérations ou même de pouvoir mener elle-même des opérations en toute autonomie si nécessaire. Donc si l'OTAN et les États-Unis ne sont pas intéressés ou s'ils ne peuvent pas réagir, eh bien, le niveau d'ambition de l'Union européenne est en gros de pouvoir agir toute seule, de ne dépendre que d'elle-même dans un certain
jeu de scénarios. Je vais expliquer quels sont ces scénarios. Et puis, cette SGUE parle de l'industrie de défense, le deuxième aspect important de l'autonomie stratégique. Il s'agit d'entretenir une industrie de défense compétitive en Europe, ce que l'on appelle la base industrielle et technologique de défense européenne. Il s'agit de créer de nouvelles technologies de défense en Europe qui devront être développées selon les besoins des Européens, et on en garderait la maîtrise au niveau de l'Europe pendant tout le cycle de vie pour que l'utilisation de ces capacités militaires, des armements et des systèmes développés en Europe soit libre de toute ingérence d'acteurs extérieurs et pour que les nations européennes puissent décider de façon autonome de mettre à niveau ou de moderniser ces systèmes et de les utiliser en opération. Donc ces deux dimensions de la stratégie, de l'autonomie stratégique, sont évoquées dans la stratégie globale. Celle qui n'est pas évoquée mais qui est implicite, vu la nature du document, c'est l'aspect politique, le fait que l'Union européenne devrait être en mesure de défendre ses intérêts au niveau politique et stratégique, même si cela va à l'encontre des intérêts américains ou bien d'autres acteurs mondiaux, d'autres puissances mondiales. Et l'argument derrière cela est le JCPOA, l'accord conjoint et global sur le nucléaire. Eh bien, on voit que le désaccord américain n'a pas entraîné les mêmes mesures de la part de l'Union européenne. L'Union européenne défend l'accord sur le nucléaire iranien et défend la création d'un instrument spécial, le SPV, qui permettrait toutefois de faire des affaires avec l'Iran malgré les menaces de sanctions secondaires de la part des États-Unis. Cela montre que l'Union européenne essaye d'exercer sa stratégie autonomique son autonomie stratégique au niveau politique. Ce que cela veut dire néanmoins concernant le niveau exact d'ambition, probablement qu'au niveau politique c'est le cas le plus facile, mais du point de vue de l'industrie de défense et du niveau opérationnel, il faut approfondir un petit peu pour voir que dit le débat d'experts. La question, au niveau opérationnel, la question essentielle de savoir quel est le genre d'opération que l'UE aimerait pouvoir mener toute seule si l'OTAN et les États-Unis, si l'Amérique ne souhaitent pas réagir. La question qui n'a pas trouvé réponse pour l'instant est de savoir si l'UE souhaitera déployer des opérations militaires, des opérations exécutives ou des opérations de formation pour développer les capacités des nations dans son voisinage pour se défendre, pour rétablir la paix après une crise. Peut-être qu'il y a des régions dans le voisinage de l'UE où elle souhaiterait pouvoir développer des troupes sous le drapeau de l'UE et selon les mécanismes de l'UE en tant que priorité. Peut-être dans le Sahara, peut-être qu'il y a des régions où on n'ira jamais s'engager opérationnellement parce qu'il n'y a pas de possibilité, pas de marge de manœuvre pour certains acteurs, par exemple le Moyen-Orient ou la Syrie, et l'UE n'est pas présente là-bas en tant qu'organisation, même si les États membres, eux, individuellement, sont très actifs. La France, par exemple, a mené un grand effort en Syrie pour lutter contre Daesh et réduire la capacité qu'a Daesh à menacer l'Europe si cela inspirait des attentats terroristes à des combattants étrangers. Donc la question est de savoir quels sont les types d'opérations, les régions d'opération, et si l'on parle de la défense collective, la question est de savoir si l'UE est prête à l'avenir à déployer des opérations qui auraient pour but de renforcer la sécurité territoriale, pour ainsi dire, pour servir de dissuasion et pour même se défendre, pour empêcher d'autres acteurs d'envahir le territoire d'États membres ou d'autres États. Voilà. Ce sont des questions sans réponse. Les réponses sont différentes selon les personnes à qui vous les posez, mais là,
La problématique est que pour l'instant, il est impossible pour l'Europe de dire qu'elle souhaiterait développer une autonomie stratégique pour suivre tous les scénarios possibles, tout simplement parce qu'il n'y a que quelques puissances, si c'est même le cas, qui peuvent se targuer de pouvoir s'engager dans tous les types de scénarios. Et bon, l'UE étant une organisation qui fonctionne par consensus, il serait difficile d'avoir un accord là-dessus. Et donc l'autonomie stratégique absolue dans tous les scénarios d'opération n'est pas possible, n'est pas plausible. Et ensuite, dans l'autre dimension, il y a une situation semblable où l'autonomie absolue, pouvoir développer des systèmes d'armement et des armements seulement en Europe, sans avoir des composants venant de l'étranger, ce serait difficile. C'est comme cela que fonctionne l'économie. Il y aura toujours des dépendances, même si elles sont limitées à, par exemple, des terres rares qui sont très importantes pour certains types de capteurs ou d'électronique utilisés dans les systèmes d'armement. Ce sont des choses que l'on trouve en Afrique ou en Chine, donc il faudrait toujours développer un aspect d'importation dans les composants et même des composants sur étagère qu'il faudrait incorporer. Donc l'Union européenne ne pourra pas être une autarcie du point de vue de la défense stratégique. Et ça, vraiment, c'est la ligne rouge où s'arrête le débat. Mais en dessous de cette ligne rouge, il y a beaucoup d'autres endroits où ce concept peut s'exprimer. Et actuellement, nous ne savons pas. Et puis, il n'y a pas de clarté entre les États membres de l'UE ou les institutions européennes et entre les experts pour voir dans quelle direction devrait se déployer la stratégie européenne. Et puis, il y a aussi une question qui se pose, qui parfois débattue, mais pas trop souvent, la question nucléaire. Du point de vue politique et opérationnel, si l'on parle d'aller très près de l'autonomie stratégique absolue, eh bien, il faut régler la question de la dissuasion nucléaire. Pour l'instant, pour une majorité d'États membres de l'UE, à l'exception de la France et du Royaume-Uni, tant qu'il est encore membre, et les autres membres qui sont membres de l'OTAN dépendent du parapluie nucléaire américain. Et si jamais on veut aller le plus loin possible dans l'autonomie stratégique européenne, il faudra régler la question de la dissuasion nucléaire. Et personne n'est prêt à faire cela actuellement. Il n'y a pas de volonté à évoquer cette question. Ça va peut-être évoluer, on verra bien. Voilà, ça c'était donc une très brève tentative de ma part pour vous montrer quelles sont les principales dimensions de l'autonomie stratégique européenne, ce que l'on trouve dans les documents fondateurs et puis les questions implicites derrière cette autonomie stratégique. Et puis, le dernier point que j'ai gardé pour la fin, mais qui est au centre du débat, est de savoir quelles pourraient être les différentes raisons ou réponses à ces différentes questions en matière d'opération, politique ou de défense et d'industrie de défense. Quelles pourraient être les ambitions et quel niveau d'autonomie stratégique pourrait être exercé et qu'est-ce que cela veut dire pour la relation transatlantique et l'OTAN. Depuis des années, de nombreuses années, ça a été au cœur du débat concernant l'Europe en tant qu'acteur stratégique, l'Europe qui construirait et développerait sa capacité de défense. Et là, j'en viens au deuxième point de ma présentation aujourd'hui, à savoir la Russie. Bien souvent, on ne remarque pas ce fait, mais quand l'ensemble de ce que l'on appelle la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, qui a été créée il y a une vingtaine d'années, en 1999, après au moins une décennie de débats pour savoir quel serait le rôle et la place de l'UE dans la défense et la sécurité européenne, eh bien, le cœur de ce débat était la relation avec l'OTAN et les États-Unis. Il y a une décision célèbre des États-Unis à l'époque, l'administration Clinton, qui proposait que le principe de développement serait les 3D. Donc, pas de découplage entre l'Europe de la défense et l'OTAN, pas de discrimination
à l'encontre des membres de l'OTAN qui ne sont pas membres de l'UE dans les initiatives, et pas de doublons. Donc l'UE ne devrait pas développer des structures militaires qui seraient doublons du quartier général de l'OTAN, par exemple, parce que tout cela existait déjà au sein de l'OTAN. Et donc, la question de la relation transatlantique et de la relation entre la défense européenne, pour utiliser ce mot, là on parlerait d'autonomie stratégique et de relations transatlantiques, tout cela est tout à fait au centre du débat. Et puis, beaucoup d'entre vous ont déjà tout lu sur cela. Vous savez par quoi s'est traduit ce débat, l'accord Berlin Plus, en 2002, et donc l'UE peut emprunter des moyens à l'OTAN si l'UE et les États-Unis le décident, mais on ne parle pas vraiment de la question de la Russie là-dedans. En 89-97, la fin des années 90, eh bien là, le paradigme stratégique en Europe était très différent, et la façon dont on percevait la sécurité et les menaces était tout à fait différente. Et pour moi, selon moi, ces deux processus allaient de pair. Du moment où l'UE lançait sa politique de sécurité et de défense commune, en même temps, la Russie était vue comme un partenaire stratégique prospectif de l'Ouest. L'OTAN invitait la Russie à une sorte de partenariat spécial qui a été créé par ce que l'on appelle l'acte fondateur OTAN-Russie de 1997. C'était un document politique contraignant qui disait que la Russie aura un format de consultation spécial qui a été créé pour créer le Conseil OTAN-Russie ensuite. Et la Russie aiderait l'OTAN dans différentes opérations avec un soutien logistique de la part de la Russie, les opérations de la FIAS en Afghanistan. Mais la Russie et l'OTAN ne seraient plus des adversaires, en tout cas plus des ennemis, et il y aurait un système de sécurité coopératif en Europe où la Russie se rattacherait aux structures occidentales, et ça s'accompagnait aussi d'une concession de la part de l'OTAN. Vu son élargissement, en gros, l'OTAN souhaitait avoir une situation stable après l'élargissement historique. Ça fait 20 ans que ça s'est passé. La Pologne, la République tchèque et la Hongrie ont été invitées et ont accédé à l'OTAN en mars 1999. Kind of answer the Russian uneasiness about this enlargement, something what Russia still calls NATO expansion, although it was the free decision of the free nations who bid for the membership and were invited and taken on board NATO. NATO itself, to respond to Russian concerns, decided to develop some kind of self-restrictions, so that you will have a décidé de développer une forme de retenue, ne pas déployer des forces de combat auprès des nouveaux États membres de l'OTAN, pas déployer d'armes nucléaires bien sûr, ce qui était censé rassurer l'OTAN par rapport donc à cet élargissement et rester dans un système de coopération. Et en même temps, l'Union européenne, et là c'est au cœur du même processus, l'Union européenne donc était en train de développer sa propre capacité, disons, stratégique, était en train de mettre en œuvre donc ce principe de l'Europe de la défense. Mais puisque la Russie n'était pas perçue à l'époque comme une menace, ce concept n'était là que pour assurer, disons, la stabilité du voisinage, prévenir, disons, le débordement de crises, pour empêcher la prolifération d'armes de destruction massive, du terrorisme et l'arrivée, disons, incontrôlée de réfugiés. Donc, l'argument par rapport à tout ça, en tout cas ce qui aboutit à la thèse de la conférence d'aujourd'hui, c'est que par rapport aux menaces qui viennent de la Russie, ici on a, disons, une nouvelle donne dans la mesure où la discussion autour de la stratégie, enfin de l'autonomie européenne a été battue en brèche dès le début. Pourquoi? Parce qu'on s'intéressait, enfin on s'appuyait, si vous voulez, sur un groupe de menaces extrêmement restreint ou de scénarios de menaces dans lesquels l'Union européenne était censée pouvoir déployer quelques opérations, gestion des crises, également en Afrique et dans les Balkans, puisque c'était le contexte à l'époque. Mais on pourrait se dire que
il n'était pas possible pour l'Union européenne il y a 20 ans de dire qu'elle allait créer une sécurité collective parce que les États-Unis y mettraient fin, l'OTAN n'aurait pas pu continuer, enfin bon, c'était une fin de non-recevoir. Donc en 1999, lorsque le Conseil de Cologne a décidé de lancer la politique, c'était la seule façon de mettre en œuvre une Europe de la défense qui a plus ou moins bien fonctionné, parce que malgré les critiques quand même sur l'efficacité européenne, force est de constater qu'il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont quand même changé la donne sur le terrain, avec le développement des capacités, l'intégration de la défense. Bon, c'était peut-être moins efficace, mais enfin, il y avait un succès dans la mesure où l'Union européenne s'est lancée sur la voie stratégique, de devenir un acteur stratégique. Alors, au début, c'était limité à la gestion de crise, et puis en 2014, les choses évoluent, puisque la Russie, à cette date-là, et là c'est le point suivant, prend une nouvelle posture, et là, il convient de revoir, de réinterpréter ce que l'on entend par autonomie stratégique, et puis il faut le faire dans la mesure où on dispose d'instruments importants, le Fonds européen de la défense, la coopération structurée permanente, on a des éléments qui vont dans le sens de cette autonomie. On a donc ces instruments qui commencent à donner leurs preuves, en tout cas, mais ce qu'il faut, c'est les orienter dans le bon sens. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que l'ancienne façon de penser autour de la gestion de la crise a été dépassée. Ce que l'on voit maintenant, c'est qu'après l'agression russe en 2014, l'agression contre l'Ukraine, il y a, disons, une menace perceptible de la Russie, en tout cas du point de vue des pays qui sont en quelque sorte sur la ligne de front, en Europe centrale et orientale. Et donc 2014 a été un tournant dans la mesure où on a eu une affaire à une agression de la Russie sur l'Ukraine, avec une saisie du territoire de Crimée et une partie de la République de Macédoine. Et la Russie a pris une posture très agressive à la frontière de l'OTAN, pour ainsi dire. Il y a des menaces contre ces pays qui jouxtent l'Europe. Et il y a, disons, des interférences avec le processus démocratique. On pense les élections, pas simplement en Ukraine, mais en Europe, ce qu'on appelle la zone grise ou de guérilla, disons, hybride, où il y a plusieurs États membres qui sont, disons, pris à partie, en quelque sorte, par la Russie, avec... disons que du fait de ces activités, vous avez la rupture du traité INF qui concernait les forces nucléaires de portée intermédiaire, qui était censé assurer la stabilité en Europe. Et là, la Russie, disons, violait ouvertement ce traité depuis 4 ou 5 ans. Là, en tout cas, c'est ce que l'on peut conclure à la lecture des documents officiels. Alors bon, ce traité va disparaître, puisque ce qui va laisser d'ailleurs l'Europe dans une situation de régime de limitation des armements a très diminué, très réduit, et notamment par rapport à l'OSCE qui se trouve paralysé également sur le plan politique, au niveau politique. Donc avec cette mesure, disons, unilatérale de la Russie, on peut s'interroger sur les objectifs stratégiques à long terme de la Russie. Comment se fait-il qu'on se retrouve dans cette situation où la Russie est passée d'un statut de partenaire de l'Europe il y a une vingtaine d'années, où l'on parlait de la façon dont on pouvait coopérer avec la Russie sur différents plans, même sur la question des missiles balistiques, la défense de missiles balistiques contre la menace notamment du Moyen-Orient, l'Iran, enfin bon, là maintenant, on parlait à l'époque de travailler avec la Russie autour de ces questions, et puis maintenant, cette communauté stratégique, enfin les experts reconnaissent maintenant qu'au contraire, aujourd'hui, la Russie présente une menace politique et militaire vis-à-vis de l'Europe. Ce qui, à mon avis, c'est que la Russie ne cache pas le fait qu'elle est devenue un acteur révisionniste, qui souhaite démanteler les éléments, disons, ou les instruments politiques et juridiques
de l'après-guerre froide pour la remplacer par autre chose, l'élément principal étant de bloquer le pouvoir de décision souveraine de certains pays quant à leur accession à différentes alliances, organisations économiques. Essentiellement, la Russie donc veut mettre un veto sur la discussion quant à l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine ou de la Géorgie. Vous vous rappelez que la Russie a pris les moyens militaires pour l'empêcher, et quant à l'adhésion ultérieure de l'Ukraine à l'Union européenne, indépendamment des problèmes d'intégration économique de ce pays par rapport aux critères européens, il faudrait des années pour pouvoir intégrer l'Ukraine dans les normes européennes. Mais enfin, l'usage de la force contre l'Ukraine, une véritable agression russe, par ce processus, la Russie a coupé court à tout ce processus, si long fut-il. Et donc la stratégie de la Russie par rapport à l'Occident, c'est de pouvoir décider des choix de pays souverains, de pays voisins souverains. Quand on parle de sécurité européenne, parce qu'il y a la question constante, est-ce que la Russie ne se sentira en sécurité qu'à condition que dans son voisinage, elle soit maîtresse des lieux? Pas de présence américaine, pas de présence de l'OTAN dans les pays qu'elle considère comme faisant partie de sa sphère d'influence. Et si l'on examine d'ailleurs les différents documents, on constate qu'il y a différentes catégories, disons, de pays européens. Vous avez les anciens pays communistes qui sont qualifiés maintenant de voisinage immédiat, de voisins immédiats, et qui ne relèvent pas, si vous voulez, de la même approche que les pays, disons, d'Europe occidentale, qui, eux, ne font pas partie du voisinage immédiat. Ils représentent donc la périphérie par rapport à la Russie. Mais tout cela est lié quand même au régime de Vladimir Poutine, la politique russe pourrait changer, aboutir à des nouvelles solutions concernant justement l'Ukraine et les autres pays voisins de la Russie. Et bon, bien entendu, c'est possible. Je ne vais pas dire que la Russie va indéfiniment conserver ou pratiquer ses politiques révisionnistes et agressives par rapport à l'OTAN et ses nouveaux États membres en particulier. Mais quand bien même il y aurait une évolution, ce qui serait bien entendu bon pour la sécurité et la stabilité européenne, même si on arrivait, si vous voulez, à une solution juridique satisfaisante pour régler ce conflit russo-ukrainien, à l'issue notamment d'autres négociations s'imposent sur le statut de la Crimée, qui a été annexée de manière tout ce qu'il y a de plus illégale par la Russie. Donc il y a des principes de base qui quand même sous-tendent à la fois le fonctionnement de l'OTAN et de l'Union européenne. On ne peut pas dire que la Crimée, même maintenant, fait partie de la Russie, on n'en parle plus. Non, il sera tôt ou tard indispensable de mettre la question sur le tapis et s'interroger sur le statut de la Crimée, et il en va de même pour l'Ukraine. Enfin, ce processus, évidemment, serait souhaitable. Il serait souhaitable que la Russie participe, disons, de bonne foi à un tel processus, mais quand bien même on y arriverait, d'abord il faudrait au moins une dizaine d'années, si tant est qu'une telle issue soit possible. Même à l'issue de tout cela, la Russie resterait quand même une puissance nucléaire avec des ambitions mondiales, et notamment sa présence au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, dans la République centrafricaine. On voit que la Russie est très présente, même au Venezuela. On voit que la Russie souhaite devenir un acteur mondial avec voix au chapitre sur la sécurité à l'échelle mondiale. Et donc même quand l'Union européenne pense à sa propre autonomie stratégique, l'Union européenne ne peut pas faire abstraction du problème, du fait que la Russie aura des intérêts très clairs vis-à-vis certains États membres de l'Union européenne et mettra en œuvre différents moyens pour faire avancer ses propres intérêts. Ce qui est normal pour toutes les puissances. Enfin, si vous voyez les relations internationales, c'est ce que font les grandes puissances. Enfin, elles font avancer leurs intérêts, et il est bien entendu beaucoup plus facile pour une grosse puissance d'avoir recours à des instruments différents contre les pays plus faibles. Alors, si tel est le cas, la perspective pour la stratégie européenne actuellement, se dire que voilà, la Russie
constitue une menace. On ne sait pas exactement ce que sont ses intentions. On ne sait pas quelle sera la transition entre un régime de Poutine vers un autre. Enfin, ça pourrait être une transition en douceur ou non. Et il peut très bien y avoir des turbulences qui pourraient résulter en une menace militaire immédiate, en tout cas pour la partie est de l'Union européenne, enfin le flanc est de l'Union européenne. Donc, pour l'avenir, il faut se rappeler qu'on a affaire ici à une puissance qui n'est pas bénigne, pour ainsi dire, et que nous sommes maintenant dans une période de rivalité dans un monde multipolaire où les puissances telles que notamment, que sont plutôt la Chine et les États-Unis, cherchent également de changer la donne sur le plan international, chacun poursuivant ses propres intérêts. Et donc, malgré tout l'intérêt l'attachement qu'on pourrait avoir pour le multilatéralisme, on voit que les États-Unis comme l'Europe commencent à penser de manière différente. Et alors, en conclusion par rapport à tout cela, c'est quelles seront les perspectives et comment, disons, intégrer le facteur russe dans une autonomie stratégique. Quand on regarde les principaux instruments, on a le CSP, coopération de structures indépendantes permanentes, on a le Fonds européen de la défense, on a la planification de défense européenne. Alors la Russie par rapport à cela, la CSP se propose de développer des capacités communes. Il y a déjà des propositions sur le tapis de certains États membres qui proposent certains projets, il y en aura d'autres. Dans 6 mois, en novembre, il y aura d'un nouveau projet de la CSP où les États membres, doivent pouvoir élaborer des projets qui répondront aux besoins de défense territoriaux. Donc, ça n'est pas simplement des drones de reconnaissance ou du matériel qui est destiné à assurer une meilleure mobilité des forces dans un scénario de contre-insurrection comme en Afrique ou en Afghanistan. Non, il serait également important d'avoir des capacités, disons, de pointe, de missiles ou de défense anti-missiles, stratégique aussi bien que la protection tactique des bases militaires contre des missiles tactiques qui pourraient venir d'ailleurs de différentes direction. Il n'y a pas assez de puissance d'artillerie en Europe. Il n'y a pas assez de puissance en termes de chars ou même d'état de préparation pour mobiliser les troupes et les déployer pour défendre le territoire. Pourquoi ? Parce que depuis 20-25 ans, l'Union européenne se préparait à des opérations de gestion de crise. Bon, d'accord, évidemment, ces opérations peuvent se dérouler sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Enfin, on n'a pas besoin de très rapidement de déployer les troupes d'une partie de l'Europe à un autre en 24 heures pour défendre un territoire. Il suffit d'envoyer des brigades en 4 ou 5 mois en Afrique pour stabiliser la situation. C'était un autre ordre de grandeur pour ce qui est des calendriers de déploiement. Donc c'est une toute autre donne. Donc la CSP, le Fonds européen de la défense, qui est censé cofinancer les projets militaires ou pour renforcer la capacité, il faut pouvoir prendre en charge des capacités donc plus importantes, des systèmes d'armement complets. Et là encore, on parle également des objectifs de fort impact. Là, pour que une telle évolution se produise, il faut qu'il y ait un processus de planification au niveau européen. D'ailleurs, il y a le mécanisme de développement des capacités, ça existe. Il y a déjà un processus en place, mais c'est un instrument dont l'Europe doit se saisir pour voir ce que sont ces moyens de développement. Et cela m'amènera finalement à une première conclusion. Il y a un travail de coordination qui doit se faire à l'OTAN. Il y a toujours eu beaucoup de planification au sein de l'OTAN. Le processus de planification de l'OTAN se définissait les rôles de chacun dans différents cas de figure, différents scénarios. Et ce type de planification concernait la défense des États membres ou d'intervention dans certains cas. Ça, c'était Mais le problème, c'est que l'OTAN n'était pas en mesure de travailler sur le développement des capacités européennes, c'est-à-dire de travailler au niveau de renforcement des capacités strictement européennes. L'idée, c'est que les États membres doivent pouvoir coopérer, doivent se coordonner
en ayant recours notamment à des moyens financiers. Donc d'où le Fonds européen de la défense qui était là pour que les États soient mieux disposés à coopérer. Donc l'Union européenne est intervenue là où l'OTAN n'arrivait pas à donner des résultats en matière de coopération. Il y avait un peu de coopération industrielle au sein de l'OTAN, mais elle n'arrivait pas au terme de son objectif. Et là, en travaillant avec l'OTAN, l'Union européenne peut faire avancer la capacité, disons, européenne, en tout cas à établir, disons, un moyen de dissuasion contre la Russie. Alors la meilleure façon de faire avancer une autonomie stratégique européenne tout en répondant à la menace russe, la meilleure façon d'avancer, donc, c'est de mettre en œuvre ce qui existe déjà, les mécanismes existants, avec un accent notamment sur la coordination avec l'OTAN, voir quelles sont notamment les lacunes qui restent à combler à ce niveau-là, et convaincre les Européens, encourager les Européens à prendre une posture plus crédible dans une démarche donc dissuasive envers la Russie. Ce qui n'est déjà pas évident, il faudra au moins 5 à 10 ans pour mettre ça en œuvre. Et puis l'étape suivante, à mon sens, et alors là c'est vraiment presque un scénario de politique fiction, mais enfin bon, quand on en parle dans un esprit, disons, de presque théorique, l'Union européenne, enfin, en dehors de ce format strictement institutionnel, pourrait voir comment réaliser sur le terrain le déploiement des moyens. C'est-à-dire qu'on a des scénarios où les pays d'Europe sont présents en Afrique ou dans d'autres régions du monde. Bien, la coopération qu'on a aujourd'hui doit permettre aux mêmes Européens de travailler au sein de l'OTAN, peut-être sur une base bilatérale, pour déployer des troupes, pour signifier la volonté de ces pays, ou la volonté ou la solidarité européenne dans des situations où des crises se présenteraient, notamment dans l'Est de l'Europe. Alors, pour l'instant, c'est une ligne rouge, mais enfin, c'est quand même vers là qu'il faut tendre. C'est là qu'il faut tendre parce qu'au bout du compte, les Européens ont un ensemble de forces disons qu'unique, mais si cet ensemble est faible, il est faible aussi bien au niveau européen qu'au sein de l'OTAN. Hein, donc la première chose, c'est de renforcer les capacités militaires européennes pour assurer la crédibilité aussi bien de l'autonomie stratégique, mais également tout ce qui concerne les moyens de dissuasion et de défense sur le flanc est, sur le flanc oriental. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'Europe doit perdre ses capacités en matière de gestion de crise dans le Sahel et d'autres régions d'Afrique. Cette capacité doit rester là dans les temps, elle doit continuer d'être appliquée, mais le propos même de mon intervention, c'est de dire que quand il y a eu beaucoup de discussions sur la gestion de crise, ce qui reste à faire maintenant, c'est de voir comment faire face à des menaces militaires stratégiques. Les deux choses ne sont pas incompatibles, mais elles vont de pair. Je m'en tiendrai là et je serai prêt à écouter la discussion.